Ambert-Livradois-Forez est une intercommunalité de 58 communes. C'est un territoire rural majoritairement, mais qui a aussi une origine industrielle très importante. La commune d'Ambert est considérée comme le pôle principal d'Ambert-Livradois-Forez. Donc c'est une sous-préfecture qui fait 6700 habitants. C'est une commune qui est aussi fragilisée puisqu'elle connaît un déclin démographique important depuis 1982. Elle a perdu environ 14% de sa population. La problématique, elle est étroitement issue de cet état de fait. Face à ce contexte a priori peu favorable, comment ce territoire va inventer une nouvelle politique publique de revitalisation des centres-bourgs et quels enseignements pour l'action publique nationale on peut tirer de ce cas d'espèce d'Ambert-Livradois-Forez et du parc naturel régional du Livradois-Forez dans une perspective de transférabilité potentielle de cette politique. Il y avait un primeur là à l'angle, il n'y en a plus. Il n'y a plus de marchands de chaussures. Il y a des rues qui sont vraiment désertes, des commerces qui ont fermé et qui ne se réouvrent pas. La question de la vacance sur le territoire d'Ambert-Livradois-Forez est quelque chose d'assez prégnant. On a plus de 4000 biens qui sont vacants sur le territoire aujourd'hui, dont des biens qui sont parfois vacants depuis très longtemps. Sachant qu'on a une vacance qui est établie à la fois dans des biens qui relèvent du logement, mais aussi des biens d'activité, du commerce, de friches industrielles, mais également des espaces non bâtis avec des biens qui ont été démolis, etc. On voit des ruines, on voit des espaces qui s'abîment, qui viennent impacter le fonctionnement des espaces publics, qui viennent dégrader le fonctionnement des linéaires commerciaux. Donc des effets de cercle vicieux que l'on peut voir à travers ce processus de vacances dans les tissus urbains constitués. On a pu spatialiser du coup les logements et les locaux vacants. C'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille un peu sur les résidences secondaires, les bâtiments de stockage. Ouais. En 2012-2013, donc bien avant que des politiques nationales s'intéressent à la question des bourgs ruraux, des centres-bourgs, des acteurs locaux se sont posé la question de savoir comment revitaliser ces tissus ruraux denses. On met autour de la table tout un tas d'acteurs qui sont des équipes pluridisciplinaires, d'architectes, d'urbanistes, de sociologues, de paysagistes. Enfin voilà, suivant aussi la problématique de la commune, on va essayer de mettre en place un collectif assez varié. On a innové en essayant d'utiliser tous ces outils-là qui permettent aux habitants et à un public assez large de saisir de ces questions de centre-bourg. L'apport du parc naturel régional a été primordial. En fait, ils ont vraiment porté tout un pan de l'expérimentation. C'est eux qui ont vraiment co-impulsé les premières démarches d'expérimentation sur le territoire qui ont quand même été assez révélatrices d'un certain nombre de dynamiques et puis qui ont permis finalement d'approcher une méthode commune sur la question des centres-bourgs et de la vacance. La problématique de notre centre-bourg, c'est qu'il était très vieillissant. Donc on avait besoin de refaire des travaux à la fois pour rendre l'habitat aux normes d'aujourd'hui et travailler beaucoup aussi sur la taille des commerces. On a été amené à travailler donc sur l'îlot Henri IV, qui est à l'origine une maison. Et donc il y avait un intérêt aussi à pérenniser l'activité du pâtissier qui lui partait à la retraite. Donc dans un premier temps, on a fait un travail qui permettait de démontrer qu'on pouvait réaménager des logements aux étages de ces deux maisons et un commerce, une pâtisserie éventuellement au rez-de-chaussée. J'aurais voulu des œufs. Oui. Les œufs, on a des petits sachets comme ça de 200 grammes à sortir. Ouais, c'est bien. On met comme ça. Là, il y avait une succession de petites pièces. Il y avait là-bas une partie chocolaterie, une grande cour à l'extérieur et après le laboratoire de pâtisserie. Les pâtissiers d'avant, ils n'avaient pas les mêmes besoins que nous et nous, on n'a pas les mêmes besoins qu'avant. On a une organisation qui est différente, c'est d'autres façons de travailler. Aménager une opération de cette envergure en centre-bourg, c'est un défi important. On avait des planchers qui étaient pourris, des morceaux de charpente qui étaient pourris. Ensuite, c'est des bâtiments qui ont été faits pour vivre à une certaine époque où les questions du rapport à la lumière, les questions du rapport au paysage, du rapport au rez-de-chaussée n'étaient pas les mêmes. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi des travaux importants, c'est-à-dire ouvrir des fenêtres, installer des balcons, des terrasses dans un bâti existant, c'est pas évident. D'autant que c'est une zone de protection du patrimoine. On peut pas tout à fait faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on essaie de retrouver des formes qui dialoguent avec les formes existantes du centre-bourg ancien. La principale difficulté pour ce type de territoire, c'est de boucler
le financement de ces opérations, c'est un des freins majeurs à la reproductibilité de la démarche, en raison du contexte d'austérité budgétaire qui frappe les collectivités locales, et d'autre part, les réformes récentes, notamment sur les bailleurs sociaux, qui conduisent un certain nombre d'acteurs à se désengager de la possibilité de re-réaliser une opération comme celle de l'îlot Henri IV. La deuxième brique de la revitalisation des centres-bourgs, c'est de s'appuyer sur l'initiative privée. Les locaux côtiers, c'est un lieu dans lequel il se passe plusieurs choses. Il y a un atelier d'auto-réparation de vélos qui s'est monté et qui a un grand succès. Ensuite, à l'étage, il y a 2 grands bureaux qu'on partage à plusieurs structures. Donc certaines sont là en permanence et d'autres sont là plus ponctuellement. Il y a des associations, il y a aussi des indépendants. Le fait de partager cet espace à plusieurs, ça crée vraiment une dynamique qui n'existait pas jusqu'ici dans le territoire. Ce qui est intéressant dans le cas des locaux côtiers, c'est que face à 15% de biens vacants depuis plus de 5 ans dans le territoire du centre-bourg d'Ambert, eh bien, on a des acteurs locaux qui vont prendre à bras-le-corps et qui vont essayer d'inventer des choses. Et dans le fond, il y a un caractère stimulant d'inventer de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de faire pour penser un urbanisme post-croissance, post-consommation d'espace. Donc en ça, on est peut-être aussi face à des lieux laboratoires pour penser un urbanisme qui se désintoxique de la logique de croissance. La plateforme POPSU, c'est d'abord 35 villes à l'échelle nationale qui sont auscultées, examinées par des chercheurs installés en résidence qui arpentent ce territoire et qui partent à la rencontre de leurs habitants. Aujourd'hui, on est confronté à la réalité et à l'enjeu d'une différenciation des territoires, c'est-à-dire à bien saisir quelles sont les spécificités associées à ce territoire pour mieux projeter son avenir, ses transformations à venir et les futures stratégies territoriales de demain. Dans ce contexte, la plateforme POPSU permet d'apporter des éléments de décision auprès des élus, auprès de la municipalité, et c'est bien ce qu'on cherche aussi au plan national à construire. On est à une phase charnière où si on ne stoppe pas brutalement l'extension urbaine, le processus de dégradation du cadre de vie va perdurer. Aujourd'hui, il y a un ensemble de conditions qui permettent d'envisager l'amélioration concrète du cadre de vie de ces centres-bourgs. Il y a une méthode qui est inventée, il y a des acteurs qui sont en ordre de bataille et qui ont une capacité maintenant technique de pouvoir mener des projets globaux. L'espoir que l'on peut dresser, c'est de se dire que désormais, les centres-bourgs vont pouvoir redevenir des lieux foisonnants d'activités et plein de vie et plein de nouveaux habitants. Salut Gérard! On allait bronzer la nuit. T'as vu ça, hein? Les vacances, hein?